Qu'est-ce qu'une tablette tactile? On dit aussi tablette électronique, tablette numérique ou tablette tout court. C'est un petit ordinateur très plat sans clavier. Il est à mi-chemin entre l'ordinateur classique et le téléphone intelligent. Vous voyez ici le Galaxy Tab S4 de chez Samsung. Avec sa housse protectrice qui se vend à part, ça ressemble à une sorte de protège-cahier, légèrement aimanté pour une bonne fermeture, et le stylet, c'est-à-dire le stylo électronique, qui s'en fiche après utilisation sur le haut de l'étui. Disons immédiatement que le principal inconvénient d'une tablette, c'est l'arrivée massive des publicités. Il est quasiment impossible de visiter une page de la toile électronique géante sans que des publicités s'insèrent automatiquement. Sans compter ce harcèlement permanent qui consiste à vous demander l'autorisation d'enregistrer des cookies, c'est-à-dire des indications diverses et variées sur l'utilisation que vous faites du site. D'un autre côté, ce sont des publicités intelligentes, si l'on peut dire, c'est-à-dire orientées vers vos centres d'intérêt, ce qui peut éventuellement plaire à certains utilisateurs. Mais dans l'ensemble, elles sont jugées pénibles, voire intrusives. Cela dit, si vous n'utilisez que les fonctions basiques de la tablette, c'est-à-dire les programmes qui sont installés d'office, il n'y a pas de publicité du tout, en tout cas en mai 2020, au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais disons que ces apparitions intempestives à l'écran qu'on nous inflige sont un sujet d'inquiétude. Donc à vous de voir ce qu'il vous sera possible de supporter. La tablette contient un appareil photographique haute définition, une caméra haute définition, 4 haut-parleurs aux 4 coins de la tablette, ce qui distribue le son de façon excellente, un microphone pour enregistrer le son environnant, en général votre propre voix, mais de toute façon, il capte tout. Vous n'avez même pas besoin de savoir où il se trouve exactement, il suffit de parler devant la tablette. Et une série de logiciels de base, installés d'office par le constructeur, comme sur un ordinateur classique de bureau. Vous pouvez en installer d'autres en fonction de votre utilisation, soit via le magasin Samsung, Galaxy Store, soit via le magasin Google, Play Store, de l'anglais Store, boutique. Beaucoup de ces programmes sont gratuits, mais encore une fois, vous aurez le plus souvent à essuyer des publicités intempestives en échange de leur gratuité au cours de l'utilisation de ces logiciels. On vous prévient par la mention « contient des annonces », c'est-à-dire des publicités qui s'afficheront à l'écran, ou « achat via l'application », ce qui signifie que l'application vous proposera d'acheter des extensions. Si aucune de ces mentions n'est affichée dans la présentation, le programme n'affiche en principe pas de publicité, en tout cas dans Google Play. Les applications gratuites du Galaxy Store en affichent quand même. Dans cette boutique virtuelle, vous êtes prévenu des achats proposés dans l'application, c'est-à-dire des extensions au programme, mais non des annonces, c'est-à-dire des publicités intempestives. Les constructeurs doivent nécessairement se rendre compte du désagrément subi par les utilisateurs. C'est un sujet sensible. Il y a là un équilibre à trouver, car l'énervement du public est tel qu'il peut renoncer purement et simplement à utiliser ce type de matériel, et donc à ne pas renouveler cette expérience par l'achat futur d'une tablette. Il faut également préciser que vous ne pourrez obtenir gratuitement des logiciels de Google Play, c'est-à-dire du Play Store, que si vous mentionnez au système un mode de paiement. Petite indélicatesse de Google, en tout cas à l'heure où je parle, en mai 2020, même si dans un premier temps vous vous contentez d'ajouts de logiciels gratuits. Pour pouvoir acheter dans le magasin Google Play, il faut déjà avoir un compte Google, lequel s'obtient en créant une messagerie Google, laquelle se termine par @gmail.com. Gmail signifie Google Mail. Il faut ensuite se procurer une carte Google Play de 15, 25, 50 ou 100 €. Voyez les offres. Cette carte peut s'acheter à la Fnac ou chez Darty, ou sur leur site de la toile électronique géante. Ces deux enseignes marchent de conserve. Cette carte Google Play contient un code que vous entrez via la fonction « Utiliser un code » et qui crédite de la somme achetée votre compte Google, ce que vous pouvez vérifier en cliquant « Mode de paiement » qui affiche entre autres votre solde, crédit à partir duquel il vous est possible de vous procurer d'autres logiciels, soit gratuits, soit payants. Logiciels, ou films, ou jeux, mais pas de livres bien qu'ils soient proposés.
Les livres passent par un autre mode de paiement, par exemple PayPal ou votre carte bleue. Autre petite indélicatesse inexplicable. On vous propose des livres dans le Google Store, mais on ne peut pas les payer via la carte Google, sans que ce soit indiqué et dont la raison n'est pas précisée. Ça passe par un autre flux financier. Les films peuvent être soit loués, soit achetés si vous voulez les conserver à la manière d'un DVD. Ils sont liés à votre compte Google, ce qui fait qu'une fois obtenus, soit par achat, soit par location, vous pouvez les regarder sur n'importe quel ordinateur. Vous vous connectez à votre compte Google via votre messagerie Gmail, c'est-à-dire que vous entrez votre courriel et votre mot de passe comme si vous visitiez votre messagerie. C'est ainsi qu'on accède aux autres services. Et vous cliquez à droite « Films et TV », puis « Mes films et séries TV ». Films, ce sont les films en général. Mes films, ce sont les vôtres, soit ceux que vous avez achetés, soit ceux que vous avez loués et qui sont encore actifs. Sachant que vous avez 30 jours pour regarder un film loué et 48 heures à partir du moment où vous avez commencé à le regarder. Donc il est très facile d'aller dans votre espace Google pour retrouver vos films. Vous cliquez le film choisi et vous regardez. Donc vous pouvez regarder vos films depuis n'importe quel ordinateur. Il suffit de se connecter à Google via votre messagerie Gmail. C'est pourquoi les systèmes proposent le format SD, standard définition, ou HD, haute définition, avec un prix légèrement plus élevé pour la haute définition, qui correspond aux écrans modernes de 1920 par 1080. Cela dépend du matériel utilisé pour regarder le film. Les prix les plus bas tournent autour de 2 ou 3 euros, les plus élevés de 12 à 14 euros en fonction de certains critères. Il n'y a aucune publicité sur les films. Le film est présenté directement, sans annonce autre que celle de la firme qui le finance, et ce qu'il soit loué ou acheté. C'est votre paiement qui vous dispense de cette contrainte. En gros, soit c'est gratuit, notamment jeux et applications, et vous payez par les affichages publicitaires intempestifs, soit vous payez et les publicités disparaissent. Ce qui signifie que le pauvre est prié de subir un lavage de cerveau en échange de la gratuité des services rendus. Donc pour des extensions en tout genre, films, jeux, logiciels, la tablette semble hautement liée à votre compte Google via votre messagerie Gmail. D'un autre côté, les utilisateurs seront sans doute intéressés à avoir un signal sonore dès qu'ils reçoivent un courriel Gmail, Google Mail, ou bien entendu toute autre messagerie s'il ne s'agit que du courriel. Mais pour les films, les jeux, les applications à installer en plus par rapport à ce qui est présent à l'achat dans la tablette, ça passe soit par le magasin Samsung, s'agissant de Galaxy, le magasin du constructeur, soit par Google Play. Dans le choix de la tablette, n'hésitez pas à opter pour un bas de gamme bon marché. Il y a somme toute assez peu de différence avec les modèles plus chers, compte tenu de l'évolution technologique dont tout le monde finit par bénéficier. Et il y a toujours un certain snobisme à posséder le dernier cri. Avec une entrée de gamme, vous aurez toujours un très bel appareil, quelle que soit la marque choisie. Donc le moins onéreux, sans extension aucune, tel quel, brut de décoffrage, fera toujours l'affaire pour l'utilisateur lambda. Extension car on peut rajouter une carte mémoire micro SD. SD étant le sigle de l'expression anglaise Secure Digital, explique Wikipédia. La tablette Galaxy Tab S4 contient d'office 64 Go de mémoire, il en reste 53 d'après la notice pour l'utilisateur, mais vous pouvez rajouter une microcarte SD, par exemple 228 Go. Malheureusement, la plupart des logiciels ne testent pas l'existence de cette mémoire additionnelle externe. Les fichiers sont stockés dans la mémoire interne de l'appareil, mais vous pouvez opérer ensuite un transfert manuel. Vous appuyez le stylet quelques instants sur le fichier à transférer, une petite encoche s'affiche en haut à gauche de l'icône du fichier pour montrer qu'il est sélectionné. Vous choisissez en bas de la tablette « Déplacer », vous allez par navigation classique dans les mémoires disponibles de la tablette jusqu'à l'endroit voulu, et vous cliquez en bas « Déplacer ici ». Tout transfert de fichier se fait ainsi de n'importe quel emplacement vers n'importe quel autre. En principe, l'utilisateur n'a pas besoin d'une telle extension mémoire. Celle de l'appareil est largement suffisante pour une utilisation classique. Sur les téléphones intelligents, un tel emplacement s'utilise soit pour une mémoire supplémentaire micro SD, soit pour une autre carte SIM.
Subscriber Identity Module, module d'identité d'abonné, qui véhiculera un autre numéro de téléphone. Mais la tablette n'est pas un téléphone. Cet emplacement est réservé à une mémoire externe sous la forme d'une carte micro SD. Elle est en général vendue avec un adaptateur pour pouvoir éventuellement l'insérer dans un autre matériel. Si vous branchez votre tablette à un ordinateur via le câble USB, le système reconnaîtra la mémoire de la tablette et celle de la carte micro SD si vous en avez inséré une. La tablette se comporte alors comme une simple clé USB, Universal Serial Bus, bus universel en série, qui est un protocole de transfert de données universel, c'est-à-dire qui ne dépend pas du type de données. Ça peut être n'importe quel fichier, son, image, texte, etc. Ça n'a aucune importance. Et vous pouvez opérer des transferts dans n'importe quel sens, par copier-coller ou déplacement avec la souris, avec une navigation usuelle. La tablette se comporte comme un simple répertoire. Que la mémoire soit externe à l'ordinateur ne change rien au processus de la mémoire de la tablette ou inversement. Pour connecter la tablette à Wi-Fi, je vous renvoie à une autre vidéo de ma chaîne dont le lien se trouve en description de cette vidéo. J'en viens maintenant au logiciel installé d'office dans la tablette Galaxy Tab S4. Un des plus remarquables est le Samsung Note. Vous pouvez écrire du texte à l'aide d'un clavier virtuel, ou en écrivant avec le stylet, ce qui est écrit est retranscrit en caractères d'imprimerie. Il en est d'ailleurs ainsi pour toute zone à remplir. Cette fonctionnalité n'est donc pas spécifique à Samsung Note, elle est généralisée dans le Galaxy Tab S4. Ce qui est remarquable, c'est l'écriture avec le stylet sur la page, avec possibilité de déplacement, d'agrandissement, de modification de couleur et ainsi de suite. Et ce, dans une très haute définition. La page est discrètement lignée, mais ces lignes sont simplement indicatives. Elles n'apparaissent pas dans le fichier PDF qu'on peut créer en imprimant le document, ou dans son partage, soit en tant qu'image, soit en tant que fichier PDF, Portable Document Format, c'est-à-dire une sorte de norme universelle qui fonctionne sur tous les appareils. La largeur de la page est fixe, c'est un choix du constructeur, d'autres logiciels fonctionnent différemment. C'est grosso modo l'équivalent d'un cahier au format A5, c'est-à-dire la moitié du format A4, mais on a un défilement indéfini en vertical. Vous voyez qu'on peut sélectionner des éléments de la page, soit avec un lasso, c'est-à-dire à l'aide d'une forme arbitraire, soit avec un rectangle. Les éléments sélectionnés peuvent ensuite être traités, déplacés, agrandir, apetisser, copier, etc. Dans un premier temps, les pages ne seront pas affectées à une catégorie précise, mais par la suite, la nécessité des catégories pour rassembler des pages se fera probablement sentir. Si par exemple vous avez une centaine de notes dont 3 ou 4 traitent d'un sujet précis, il sera facile d'affecter à ces quelques pages une catégorie dont vous inventerez le nom. Pour ensuite les lister facilement en cliquant cette catégorie, le système ne vous affiche que ces quelques pages, ce qui permet de simuler des sous-carnets dans le carnet global. Sachant qu'une page peut changer de catégorie à tout moment, ou même redevenir sans catégorie, c'est très souple. Il est également possible d'extraire le texte, ce qui vous épargne d'avoir à le saisir au clavier. Le gros du travail sera fait, vous n'aurez qu'à corriger que les petites imperfections qui dépendent de la lisibilité de votre écriture. Sur une écriture lisible, on est proche de la perfection. On peut aussi écrire en tenant compte des lignes virtuelles. Vous écrivez dans la zone en bas de la tablette, et le système recopie ce que vous avez écrit en plus petit, exactement sur la ligne, à l'emplacement du rectangle que vous mettez où vous voulez. Le programme se charge du passage à la ligne. C'est très pratique pour écrire en continu, avec évidemment la possibilité de revenir en arrière à tout moment par la fonction undo, défaire, ou via la gomme. C'est le calepin idéal, très facile à utiliser immédiatement. C'est très intuitif. On peut choisir différents types de stylos, plumes, billes, crayons, pinceaux calligraphiques, surligneurs, différentes grosseurs de traits, différentes couleurs. Vous avez une petite palette par défaut, mais on peut choisir n'importe quelle couleur dans le spectre. La palette peut d'ailleurs défiler horizontalement. Vous faites un léger mouvement du stylet électronique dessus, vers la gauche ou vers la droite, et la palette change et propose d'autres couleurs préprogrammées. Petite fonctionnalité invisible mais présente. Je vous montre le défilement horizontal de la palette.
Elle apparaît quand vous appuyez le stylet sur l'icône représentant un stylo en bas de l'écran. Parfois sur la droite de la palette on a l'icône d'une pipette. Elle vous permet de pointer à l'écran une couleur. Le futur stylo utilisé écrira de la couleur ainsi récupérée. Cela vous évite de la rechercher dans la palette, pour le cas où vous voudriez réutiliser exactement cette couleur. C'est sans doute plus utile en dessin qu'en écriture, mais disons que cette possibilité existe même en écriture classique en main levée. Donc il suffit de donner un petit coup de stylet sur la palette pour la faire défiler, à gauche ou à droite. Vous pouvez visualiser l'ensemble des palettes préprogrammées. Elles-mêmes peuvent défiler verticalement. Vous pouvez également voir le spectre total, ou en simplifié sur la forme de rectangle. Une troisième fonctionnalité importante dans le Samsung Note, c'est le dessin. Ici, le principe est très différent. Vous n'avez qu'une seule feuille fixe et aucun trucage possible. Ni défilement, ni modification de taille. Vous n'avez que la fonction Undo, défaire, qui supprime la dernière action. Plusieurs Undo sont possibles, comme c'est la règle dans presque tous les logiciels, et la gomme de taille variable. Simplement, quand vous aurez terminé, le logiciel n'insérera dans la note que la hauteur utile de ce qui a été dessiné ou écrit. La largeur horizontale reste la même, c'est celle de l'écran, mais la hauteur est variable en fonction du dessin avec une petite marge. Après que vous avez terminé et que le schéma a été inséré dans la note, le dessin peut être modifié. Il suffit d'appuyer le stylet électronique dessus pour le rappeler. Le logiciel vous repropose toute la page à modifier ou compléter, même si vous n'aviez utilisé qu'une petite partie de l'espace. Ce sont là des choix algorithmiques du constructeur pour aller dans le sens d'un confort maximal pour l'utilisateur. Quand vous survolez le stylet électronique au-dessus d'une icône, sa description apparaît à l'écran. Ici, pinceau à aquarelle. On peut modifier la taille du trait et son opacité, c'est-à-dire le degré de mélange qu'il aura avec la couleur de fond. Ici, on a un trait avec une opacité assez faible. On va l'augmenter un peu. Et vous voyez que le trait va être plus visible. Il va moins se mélanger avec le fond. Pinceau à l'huile. Dans la réalité, on ne mélange probablement pas les deux genres. Mais c'est ici une simple démonstration pour vous donner une idée. Ici, il n'y a logiquement pas de paramètre d'opacité. La peinture électronique couvre le fond. On modifie la largeur du trait. Pinceau de calligraphie. Fonction Undo. Crayon. Gomme. Taille de la gomme et opacité. Crayon incliné. Pinceau correcteur. Aérographe. Marqueur. Et pour finir, un dernier crayon, un peu granuleux, à l'ancienne, vintage. Bien entendu, vous faites ce que vous voulez de cet espace. Vous pouvez écrire des lignes, des formules mathématiques, des schémas. Mais du point de vue du système, ce sera une image.
défilement de la palette. On peut également déplacer la palette. On appuie maintenant avec le stylet électronique sur Terminer. Le logiciel a choisi une bonne hauteur avec une marge. Le moins en haut à droite du dessin sert à le supprimer. Sans qu'on sache tellement pourquoi, cette fonction n'a pas d'undo. Si vous appuyez sur ce moins avec le stylet électronique, vous ne pourrez pas le récupérer. C'est pourquoi il serait peut-être intéressant d'enregistrer, fonction qui se trouve en haut à droite de l'écran. Si vous faites une erreur de ce type après avoir enregistré, il suffit de sortir du calepin sans sauvegarder. Dans ces conditions, vous retrouverez la situation antérieure. Pour faire une recherche Google, à condition bien entendu d'être connecté à la toile électronique géante, vous appuyez le stylet sur la vignette interactive Google, en anglais on dit widget, cette barre blanche horizontale au milieu de l'écran, et vous pouvez écrire votre requête en main levée avec le stylet. C'est très agréable car le système imite un stylo très souple. Breakfast in America. Petit déjeuner en Amérique. C'est, soit dit en passant, le titre d'un album du groupe Supertramp qui date de 1978 et qui a paru l'année suivante pour le grand public. Nous appuyons le stylet électronique sur l'image de la couverture du disque et nous faisons une copie d'écran grâce au mini-logiciel AirCommand, ce petit widget circulaire qui se trouve perpétuellement collé à un des bords de l'écran, ici sur la droite à mi-hauteur, et qui propose des fonctions usuelles, dont la très utile copie d'écran. Ensuite, nous rognons l'image. Tout en bas de l'écran sur la gauche, il y a cette possibilité de rognage qui consiste à définir le rectangle à sauvegarder. Vous pouvez garder l'image totale qui correspond à l'écran en entier. Vous pouvez aussi la rogner pour n'en conserver qu'une partie rectangulaire. On délimite la portion d'écran ou d'image à extraire, puis on appuie avec le stylet électronique sur Partager, en bas à droite de l'écran. Le système vous propose différents endroits où partager l'image. Vous voyez que Samsung Note est proposé 2 fois, une fois en création de note. Dans ce cas, une note sera créée et l'image ainsi conçue, ainsi rognée, sera le premier élément de cette note nouvelle. Une autre fois en insertion de l'élément à partager, et c'est le calepin dans sa globalité qui est proposé. Et l'image sera insérée à une note déjà existante. Elle sera logiquement placée à la fin de la note choisie. Nous choisissons ici créer une note. Donc la note se crée avec pour point de départ l'image, en l'occurrence le fragment d'image mais ça ne change rien, qui a été précédemment défini. Maintenant nous refaisons une copie d'écran, c'est l'écran du calepin mais peu importe, et nous allons sélectionner une petite partie de cette image. Pour ce faire, on utilise les sortes d'anses à angle droit situées aux 4 coins du rectangle pour définir petit à petit la surface voulue. On rechoisit Partager en bas à droite de l'écran, et cette fois-ci l'on choisit le carnet global, Samsung Note. Et l'on choisira parmi les notes existantes, celle qu'on vient de créer, de manière que la parcelle d'image définie s'insère à la suite de notre note. Donc vous voyez que c'est très pratique. Vous pouvez, via la fonction Partager, insérer des images ou des fragments d'images à la suite d'une note. Ce qui est idéal pour concaténer par exemple les éléments d'un exposé, des fragments de Wikipédia, de dictionnaires, de sites divers et variés. Précisons ici que quand une image du carnet est sélectionnée, ce qui s'obtient en appuyant le stylet électronique sur l'image, et se constate parce que vous avez en bas de l'écran les 2 fonctions ajuster et dessiner, vous pouvez zoomer l'image,
ce qui s'obtient en écartant le pouce et l'index sur l'écran tactile, et également déplacer la zone de visibilité en appuyant un doigt et le mouvant sur l'écran. L'écran global du carnet n'est pas zoomable, la page est fixe, mais les éléments écrits avec le stylet en main levée peuvent changer de grandeur, et les images sont zoomables et dézoomables. Ici, l'on sélectionne la petite image qu'on vient d'insérer dans le calepin électronique. Toujours le même principe, on appuie le stylet sur l'image. Les deux fonctions en bas de l'image, ajuster et dessiner, montrent qu'elle est effectivement sélectionnée. On choisit ajuster en bas à gauche. 3 fonctions apparaissent au bas de l'écran. Celle du milieu est un retournement horizontal. C'est un effet miroir qui inverse la gauche et la droite. On peut enregistrer cette modification via la fonction appliquée, en haut à droite de l'écran. Sinon, l'on peut également sortir par ce petit logo en bas de l'écran, qui indique le retour en arrière, en situation antérieure. Le système pose alors la question de savoir si l'on veut sauvegarder la modification, c'est-à-dire l'effet miroir qui vient d'être réalisé. Si vous refusez, l'image sera restituée telle qu'elle était précédemment. Ici, nous acceptons la modification. Maintenant, nous choisissons Dessiner en bas à droite de l'écran. On entre dans la fonction. On choisit un stylo, calligraphique en l'occurrence. Le P inversé de Supertramp, juste au-dessus de la tour, ressemble à un chiffre, même si le bas de la lettre est caché par l'édifice. Et il en va de même du U, dont le demi-cercle inférieur qui relie les deux amps est masqué par le building. Nous sauvegardons cette modification. On peut soit utiliser la fonction appliquée en haut à droite de l'écran, sinon le retour en arrière via le signe inférieur en bas à droite de l'écran, c'est-à-dire en réalité le bout d'une flèche orientée à gauche qui proposera le choix entre l'annulation et la sauvegarde. On choisit Enregistrer et l'on choisit de nouveau Retour en arrière via toujours cette même petite flèche orientée à gauche en bas à droite de l'écran, ce qui nous fait revenir dans la page du carnet. Les modifications ayant bien été mémorisées. Tout cela pour dire qu'on peut ajouter des images ou des parties d'images à la suite dans une page du calepin et dessiner ou écrire dessus. Je vous montre un défilement. En anglais, on dit scrolling. Le verbe to scroll, défiler. Ici, un défilement vertical sur un texte un peu plus long. On a vu précédemment qu'il existait un moyen d'insérer exactement des mots sur une ligne. Le défilement s'obtient soit en bougeant un doigt sur l'écran tactile, soit en déplaçant verticalement le petit ascenseur orange sur la droite du stylet ou d'un doigt. Si vous procédez directement avec le doigt qui frôle l'écran, le défilement va dans le sens du doigt. Il emmène en quelque sorte avec lui la page. Si vous procédez en accompagnant verticalement le petit ascenseur à droite de l'écran du doigt ou du stylet électronique, le texte défile en sens inverse. Le texte monte quand l'ascenseur descend et inversement. On peut rajouter un titre. Vous voyez que le système propose le mot suivant parmi les possibles, ici jaune, qu'il a appris par les diverses manipulations antérieures. Un appareil neuf ne proposera sans doute pas cette possibilité. Le système apprend petit à petit en fonction des saisies effectuées. Quand vous partagez une image en tant que premier élément d'une note nouvelle, comme montré précédemment, le titre automatique sera « Image ». Choix algorithmique du constructeur, en tout cas il en est ainsi en mai 2020, titre que vous pourrez bien sûr changer par la suite. Sinon, il n'y a pas de titre. On voit écrit en grisé « Sans titre » et rien n'apparaît dans la liste des notes. Pour introduire un titre, appuyez le stylet électronique sur la mention « Sans titre » en haut de la page. Et pour modifier un titre précédemment saisi, appuyez le stylet sur le titre. Pour supprimer le titre d'une page et revenir à la mention « Sans titre », il suffit de le modifier en enlevant tous ces caractères. Le titre est donc facultatif. Ce qui est un excellent choix, c'est très souple, comme les pages d'un carnet papier qui n'ont pas forcément de titre et qui le plus souvent n'en ont pas. Le manuscrit peut être transformé en fichier texte, soit tout, soit partie, ce qui vous épargne d'avoir à le saisir au clavier. Pour l'instant, c'est une image. Cette fonction n'est disponible que pour le dessin saisi avec le stylet, et non pour des images importées.
Le système ne vous permet de sélectionner pour opérer cette transformation que les zones dessinées ou écrites à la main avec le stylet électronique, et non celles contenant des images. On ne peut donc pas décoder de cette manière les images. Cette technique s'appelle ROC en français, R-O-C, reconnaissance optique de caractères, en anglais OCR, d'où parfois la francisation OCRisation, sur la base du sigle anglais, Optical Character Recognition. Pour sélectionner tout le texte, on entre dans la fonction Modifier en appuyant le stylet électronique sur le logo représentant un crayon, en haut du feuillet virtuel. On entre ainsi dans la fonction. On peut donc écrire ou modifier, rajouter ou soustraire. Ensuite, on maintient le stylet appuyé n'importe où dans le texte, ce qui équivaut à la fonction Sélectionner tout. CTRL A avec les claviers classiques d'ordinateur de bureau. Un menu surgissant s'affiche en haut, incluant la fonction Extraire texte. Vous choisissez cette fonction en appuyant dessus avec le stylet, et le système lancera la reconnaissance de caractères. Maintenant, pour n'extraire qu'une partie du texte, on choisit la fonction Dessin, en haut à gauche de l'écran, via le logo qui représente une petite ligne courbe et souple. Précédemment, pour extraire la totalité du texte, nous étions dans la fonction juste à gauche de cette icône, qui représente la lettre T, et qui permet d'insérer n'importe où sur la page du texte en caractère d'imprimerie. Vous pouvez certes écrire petit à petit le texte en main levée sur le bas de l'écran, mais il sera recopié en caractère d'imprimerie à partir de l'emplacement du curseur sur la feuille. Donc on choisit la fonction Dessiner, et l'on y utilise maintenant le lasso, qui se situe en bas de l'écran. Si après l'avoir sélectionné avec le stylet, vous le touchez de nouveau avec le stylet, un petit menu surgissant est proposé pour savoir si vous voulez indiquer une surface de forme arbitraire ou une surface rectangulaire. Ici, c'est la forme arbitraire qui est sélectionnée. Le texte peut donc être encerclé par n'importe quelle forme. On entoure le texte choisi. Le système affiche la zone correspondante et les mots sélectionnés sont éclairés. Si la sélection n'est pas bonne selon vous et que vous voulez recommencer, vous appuyez le stylet hors de ce rectangle, ce qui annule la sélection et vous pouvez réessayer. Maintenant, on choisit Extraire texte. Le logiciel calcule et présente sa solution. Ce n'est pas toujours parfait, cela dépend de la lisibilité de votre écriture. Vous voyez par exemple qu'au mot « veut », l'algorithme n'a pas écrit le dans l'eau. Le système semble ne pas connaître ce procédé. Peu importe, c'est déjà très bien. Ensuite, il est possible d'insérer ce texte dactylographié dans la page. Par la suite, quand la page sera imprimée au format PDF, le texte sera sélectionnable dans le PDF et pourra être intégré dans un fichier texte classique. Cette fonction est donc précieuse pour vous épargner une saisie au clavier d'un texte manuscrit. Vous pouvez également dicter le texte à insérer dans la page, en utilisant l'icône représentant un microphone. Dans ce cas, le système attend que vous parliez et essaie de retranscrire en caractère d'imprimerie ce que vous dites en français, qui est dans nos régions la langue par défaut. Encore une fois, ce n'est pas parfait, mais c'est déjà très bien. Le gros du texte sera écrit, il restera à le mettre en forme, à procéder à une emendatio, comme on dit en latin, une correction ou, plus précisément, une purification. Même dans un lieu assez bruyant, dans un café ou un hall de gare, en parlant assez près de la tablette, même en murmurant, le système comprend ce que vous dites. C'est donc un outil très précieux pour des prises de notes à la volée, par exemple, qui vous épargne la manipulation du stylet électronique. Comparons le Samsung Note avec le OneNote de chez Microsoft. Même si ça n'a rien à voir, ça permet de fixer les idées. C'est un peu comme la guitare et le violon, ça n'a rien à voir mais la comparaison permet d'y voir plus clair. OneNote fait partie de la suite Microsoft Office, dont le logiciel le plus connu est Word. OneNote est gratuit depuis 2015. En premier lieu, OneNote n'est pas un calepin, mais plutôt un classeur numérique. L'appellation très modeste OneNote est donc trompeuse, parce que c'est quand même un peu plus qu'un simple bloc-notes. Disons que OneNote fonctionne plutôt sur PC, sur ordinateur de bureau,
alors que Samsung Note fonctionne uniquement sur tablette ou sur téléphone intelligent. Les pages de OneNote sont centralisées via la connexion Microsoft, alors que les pages de Samsung Note ne sont pas centralisées. Elles sont incluses dans l'appareil. Cela signifie que si vous êtes connecté à Microsoft, les pages de OneNote sont accessibles depuis n'importe quel ordinateur. C'est évidemment très appréciable. Vous préparez par exemple des documents chez vous, et vous les retrouvez sur n'importe quel autre ordinateur, sans autre contrainte que celle d'être connecté à Microsoft. Un peu à la manière d'une messagerie, où les messages distants sont visibles depuis n'importe quel ordinateur. Ça passe par le cloud Microsoft qui s'appelle OneDrive. Cloud, c'est-à-dire une mémoire distante que certaines firmes mettent à la disposition des utilisateurs. Par exemple, Google vous propose Google Drive. Il suffit de s'inscrire en créant une messagerie Google de type @gmail.com pour avoir un Google Drive, sorte de disque dur distant auquel vous pouvez accéder à partir de n'importe quel ordinateur. Cloud, littéralement nuage, ça n'est sans doute pas un hommage au guitariste manouche John Corenhart. Ça doit rappeler les nuages qu'on voit depuis la Terre en tant qu'élément distant mais visible. Ici, visibilité informatique, c'est-à-dire accessibilité. J'en reviens à la comparaison entre Samsung Note et OneNote. Dans OneNote, la page est variable et indéfinie, tant en largeur qu'en hauteur. Dans Samsung Note, la page est fixe en largeur, elle est variable et indéfinie en hauteur, c'est-à-dire avec un défilement horizontal possible indéfini. Dans OneNote, ce sont des notes complexes, avec des sections, des onglets, des arborescences. Dans Samsung Note, ce sont des notes simples sur une seule feuille, de hauteur indéfinie comme on l'a dit précédemment. Vous avez autant de feuilles que vous voulez, mais chaque feuille est une feuille simple. Dans OneNote, vous avez la possibilité de créer des tableaux, donc vous voyez que ça imite un traitement de texte avec des fonctions de haut niveau. Pas de tableau dans Samsung Note. Dans OneNote, possibilité de zoom sur la page. Non seulement la page est virtuellement infinie, mais on peut la zoomer, ce qui est évidemment très pratique et peut plaire à l'utilisateur. Dans Samsung Note, pas de zoom de la page. La grandeur des objets sur la feuille peut varier. Il y a également la possibilité de zoom sur une image en train d'être modifiée. Vous appuyez le stylet électronique sur l'image pour appeler la fonction de modification. Dans ce contexte, on peut zoomer l'image, mais pas de zoom de la présentation globale de la page Samsung Note. Dans OneNote, possibilité d'insertion sur la page de documents sous la forme d'icônes, n'importe quel document, des sons, des vidéos, des textes, des images. Dans Samsung Note, insertion d'images, mais pas de documents. On peut quand même insérer un fichier audio qu'on enregistre en direct ou un fichier son. Le logo correspondant à ces ajouts représente une agrafe. OneNote est assez difficile à utiliser. Vous trouverez sur YouTube ou ailleurs des vidéos d'apprentissage. Alors qu'à contrario, le Samsung Note est très intuitif. Son utilisation est immédiate. Pour finir, OneNote est un outil plutôt professionnel, alors que Samsung Note s'apparente à un gadget génial, mais très utile. De toute façon, les deux peuvent être complémentaires. On peut utiliser plusieurs types de carnets et procéder à des transferts au format PDF de l'un à l'autre. Autre précision, quand on laisse le stylet électronique appuyé quelques instants sur l'icône d'une application, par exemple ici sur Samsung Note, dont on vient de parler, des indications s'affichent, dont parfois un petit menu pour accéder directement aux fonctions principales de l'application invoquée. Ici, enregistrer une note vocale. L'enregistrement démarre immédiatement, vous n'avez aucun réglage à effectuer. Un petit menu avec logo s'affiche pour terminer facilement l'enregistrement. Il s'insérera dans une nouvelle page de notes. Il est facile à supprimer avec un petit moins comme sur une image, en haut à droite de l'icône représentative de l'enregistrement intitulé Voix 001, que vous pouvez renommer par la suite. Sinon, écrire avec le stylet, on entre dans la fonction écriture à main levée, ou saisir une note pour écrire en lettres d'imprimerie, même si vous choisissez de tracer les lettres en main levée sur le bas de l'écran.
Vous avez le choix du main levée ou du clavier virtuel, mais le résultat sera sous forme de caractères d'imprimerie. Dans tous les cas, une nouvelle note est créée. Pour modifier ou poursuivre une note, il faut entrer dans le carnet, en appuyant brièvement avec le stylet sur l'icône Samsung Note, comme on l'a vu précédemment. Les fonctions principales qui s'affichent de cette manière en appuyant quelques instants sur l'icône Samsung Note ouvrent une nouvelle note. Je termine par un florilège de quelques fonctions usuelles. L'appareil photo, c'est aussi une caméra haute définition, donc il faudra choisir l'un ou l'autre, photographie ou vidéo. Je signale un logiciel intéressant, Esquid. C'est un autre type de bloc-notes. Il est gratuit sans publicité, mais il y a une variante payante, avec abonnement, soit mensuel, soit annuel. Donc les fonctions de base sont gratuites sans publicité, mais si vous invoquez des fonctions plus élaborées, le système vous propose alors de vous abonner, soit mensuellement, soit annuellement. Ce n'est pas à proprement parler du harcèlement, étant donné que si vous n'appelez pas ces fonctions avec le stylet, ces affichages ne se font pas. Ça n'a donc rien à voir avec des publicités intempestives. Il existe bien d'autres carnets ou bloc-notes qui ont leur qualité, mais de toute façon il est très difficile de rivaliser contre Samsung Note, qui fait partie intégrante de la tablette. C'est d'ailleurs un logiciel qu'on ne peut pas désinstaller. Pour désinstaller un programme éphémère, payant ou gratuit, il faut appuyer quelques instants avec le stylet électronique sur son icône, ce qui a pour effet de faire apparaître un petit menu contextuel dans lequel vous tomberez sur une proposition de désinstallation. Mais une telle proposition n'existe pas avec Samsung Note. Et ne pas confondre supprimer et désinstaller. Supprimer signifie supprimer le raccourci vers l'application, alors que désinstaller signifie enlever l'application, et donc libérer la mémoire correspondante. Car une application peut avoir plusieurs raccourcis à différents endroits de la tablette. Si l'icône de Samsung Note vous propose supprimer, ce n'est que le raccourci, et non l'application elle-même, qui fait partie pour ainsi dire du système d'exploitation. À noter également l'enregistreur d'écran. C'est un programme qui filme l'écran de la tablette, donc les opérations que vous réalisez avec le stylet. Il crée le fichier MP4 correspondant, que vous pourrez ensuite insérer et traiter dans un logiciel de traitement vidéo. Il existe également des applications de traitement vidéo, tant gratuites que payantes. C'est assez technique. Citons également l'application Readera, c'est-à-dire apparemment Reader Application. C'est un programme d'affichage de documents, notamment de fichiers PDF, pour une lecture à l'écran. PDF, mais bien entendu bien d'autres formats, avec possibilité de zoom de la page. Il mémorise également l'endroit où vous en êtes quand vous quittez le programme. Quand le fichier est rouvert, le plus souvent un livre, mais ça peut être n'importe quel document, il affiche exactement là où vous en étiez pour la suite de votre lecture. Il est possible, bien entendu, de lire en mode portrait ou en mode paysage. Les caractères s'adaptent agréablement à la surface disponible. La tablette devient ainsi une liseuse. Ce n'est pas le seul choix de logiciel dans ce domaine, mais celui-ci est gratuit et sans publicité. Il existe aussi une version payante, pour le cas où vous voudriez remercier les programmeurs de leurs efforts très appréciés. C'est d'autant plus légitime quand le logiciel gratuit ne fait pas de harcèlement. Et ce, même si la version payante, ou la version premium, comme on dit, n'offre que peu de différence par rapport à la version gratuite. On ne paie pas forcément les options sophistiquées d'un logiciel, mais la qualité d'un programme dans son ensemble. La constatation qu'on l'utilise souvent, préférentiellement à d'autres, et la discrétion des informaticiens qui sont souvent des génies ignorés. Il existe aussi Wikipédia, qui est un logiciel gratuit et bien entendu sans publicité, spécialisé dans l'affichage des pages de cette encyclopédie citoyenne. Citons également Gallica, c'est le logiciel spécialisé dans l'affichage du site de la BNF, Bibliothèque nationale de France. Vous voyez que les logiciels se confondent parfois avec les sites. Vous pouvez y télécharger de nombreux documents, notamment des livres au format PDF, qui sont pour ainsi dire tous libres de droit. Mais il vous est demandé de citer l'origine des documents si vous les utilisez dans des créations publiques. Donc n'hésitez pas à citer cette magnifique base de données,
et à remercier les ingénieurs qui les tiennent à jour, Gallica, BNF, Bibliothèque nationale de France. Citons également Livres Audio Pro, c'est une collection de livres lus. Le logiciel est payant, quelques euros seulement, mais il n'y a bien sûr aucune publicité. J'ai pu constater que certains de mes enregistrements de Balzac y avaient été insérés, Ferragus et La recherche de l'absolu, probablement en provenance du site Littérature Audio. Il y en a d'autres, mais tout dépend bien entendu de la date à laquelle cette compilation a été réalisée. Il y a même ma nouvelle intitulée L'Audition. C'est une sorte d'énigme cinématographique que vous trouverez aussi sur ma chaîne YouTube. Il existe d'autres programmes qui contiennent des lectures, mais il faut souvent payer les livres lus, car ce sont des enregistrements vendus dans le commerce. Ici, vous payez le programme une seule fois, et vous avez accès à tous les livres présents dans la liste, avec notamment la quasi-totalité des œuvres de la littérature universelle, tant française qu'étrangère, et aussi des livres d'auteurs modernes, que vous retrouvez d'ailleurs sur Littérature Audio. Pour les livres étrangers, on voulait bien sûr une traduction en français libre de droit. Sinon, il y a la version gratuite de ce même programme, livres audio tout court, sans la mention pro, mais vous devrez subir, en échange de la gratuité, le harcèlement publicitaire. Quoi qu'il en soit, c'est très utile pour ceux qui apprécient qu'on leur lise des œuvres. Je cite incidemment les paramètres, ce sont les réglages de votre tablette. Je reprécise le logiciel OneNote de chez Microsoft, qui peut être utilisé en complément de Samsung Note. C'est un programme gratuit, essayez-le, écoutez certaines vidéos d'apprentissage, et voyez si ça vous convient. Le nombre d'utilisateurs est impressionnant, et les éloges dithyrambiques. Il y a aussi Voice, littéralement voix, en tant que voix humaine. C'est un programme qui lit les documents, notamment les PDF, Portable, Documents, Format. C'est une voix de synthèse que vous pouvez régler, la hauteur, la vitesse, etc. Ça n'a rien à voir avec livres audio. Dans livres audio, ce sont des enregistrements humains. Et d'ailleurs, il n'y a que le son, vous ne voyez pas le texte. Ici, c'est un texte lu en voix de synthèse. Vous voyez le texte, c'est d'ailleurs l'utilisateur qui propose le texte, et le mot en train d'être lu est surligné. Quand vous quittez le programme, il mémorise l'endroit où vous en étiez, en sorte que la lecture reprend là où vous l'aviez stoppé. On peut faire lire des livres entiers de cette manière, mais c'est très agréable, par exemple pour vos propres courriers, parce que s'il manque un mot dans une expression, vous l'entendrez tout de suite, alors que ce genre de petites anomalies peut passer inaperçu. Bref, c'est un complément auditif au traitement de texte. Je cite également Taboola, c'est un programme de latin. Vous avez un dictionnaire, une grammaire et des textes bilingues, latin-français. Vous avez ce genre de programme dans toutes les langues. Des grammaires anglaises, des grammaires allemandes, etc. Chacun y va de sa pédagogie et de son génie linguistique. Je cite également la galerie. C'est là que vous trouverez vos photographies et vos vidéos. Ça vous évite d'avoir à chercher. Vos dernières photographies sont en premier dans la galerie, y compris vos copies d'écran. Les copies d'écran sont très importantes pour mémoriser ce que vous avez trouvé sur la toile électronique géante. Pour savoir exactement où se trouvent vos images dans la tablette, il faut chercher dans les paramètres du programme. Mais en général, l'utilisateur n'a pas besoin de ce renseignement, car à partir de la galerie, il peut utiliser la fonction « Partager », et les éléments visés par ce partage pourront être transférés à peu près n'importe où, dans une messagerie, dans un carnet, dans un cloud, etc. Mais pour des transferts de mémoire à mémoire, par exemple si vous vouliez transférer ces éléments dans une mémoire additionnelle de la tablette, on a vu qu'on pouvait y insérer une microcarte. Il faudra alors connaître l'emplacement exact de ces fichiers pour exécuter ce transfert. Mais c'est là une utilisation plus technique de cet ordinateur. Citons également l'horloge, qu'on peut utiliser aussi comme minuteur, ce qui est très pratique, par exemple, pour vos temps de cuisson. Jules Verne a dit, dans un de ses romans d'aventure, « En tout français se cache un cuisinier », je laisse aux passionnés de Jules Verne le soin de retrouver l'endroit où se trouve exactement cette citation, mais elle est tellement évidente, finalement, que tout un chacun peut la reprendre à son compte,
Les enfants de la France profonde sont nourris aux petits oignons, et le minuteur est la pièce quasiment maîtresse de toute cuisine. Il suffit d'indiquer l'heure et la minute à laquelle une petite musique doit être émise. Ça évite évidemment des oublis fâcheux. Donc c'est un petit rien qui s'ajoute à ce tout immense. Il existe également un enregistreur de voix facile Pro. C'est un petit magnétophone numérique, mais celui-ci est très appréciable parce que vous pouvez couper et reprendre. Le son est affiché horizontalement sous la forme de petits dessins. Il est donc facile de repérer les mots, les phrases et les silences. Vous pouvez couper l'enregistrement, par exemple à l'intérieur d'un silence, et le poursuivre dans un même fichier. La plupart des enregistreurs créent un fichier par utilisation. Ici, c'est un peu plus élaboré. On peut couper et poursuivre, ce qui est très appréciable. Et pour terminer, VLC, qui est un lecteur multimédia pour lire des vidéos quel que soit le format. Vidéo LAN client. LAN Local Area Network. C'est un programme gratuit, c'est ce qu'on appelle un open source. C'est-à-dire que le programme est ouvert. N'importe qui peut le consulter et l'améliorer. Il est en quelque sorte écrit par la communauté internationale. Comme OpenOffice par exemple, en matière de traitement de texte. Donc ce sont des applications très fiables, sans cesse perfectionnées. Donc si vous avez enregistré une vidéo avec votre tablette, vous pourrez la regarder avec cette application, probablement une des meilleures dans ce domaine. De toute façon, quand vous sélectionnez un fichier avec le stylet électronique, le système vous propose plusieurs logiciels susceptibles de prendre en charge ce type de fichier. Pour une vidéo, vous aurez celui-ci parmi les options offertes. Par la suite, à vous de voir si vous préférez autre chose. Il y a sans cesse des nouveautés, et une vidéo peut être également traitée dans des programmes de montage vidéo, pour l'insérer tout ou partie dans un film à construire. Ce qui termine ce florilège, c'est un très mince aperçu. Il y a des centaines d'applications, voire des milliers. En conclusion, une tablette est un objet de luxe très sophistiqué, doté d'une caméra et d'un écran très haute définition. Même un bas de gamme est très performant. Les spécificités techniques qui augmentent les prix relèvent plus du snobisme que de la réelle utilité. Donc n'hésitez pas à choisir la moins chère, mais de préférence procurez-vous aussi le protège-cahier, la coque comme on l'appelle. Prenez celle du constructeur qui s'adaptera parfaitement, étui très utile qui donne sa place au stylet, maintient l'appareil en bon état et minimise l'impact en cas de chute au sol si par mégarde il vous échappe des mains. C'est un petit sacrifice financier à accepter pour une bonne longévité de la machine. Sans compter qu'il est beaucoup plus facile à transporter ainsi, du fait d'une bonne prise en main, ça ne glisse pas. Sinon, vous n'avez besoin de rien d'autre pour une utilisation classique. Notamment une mémoire additionnelle n'est pas nécessaire, même si elle est possible. La mémoire de base installée dans la tablette est amplement suffisante. C'est un objet hyper connecté. Il est peu probable de pouvoir l'utiliser sans avoir à donner son courriel. À vous de savoir contourner cette contrainte, si c'est possible, et si c'est utile dans votre cas. La grande difficulté est le harcèlement publicitaire durant la navigation sur la toile électronique géante, et la demande permanente de consentement dans la mémorisation des cookies lors de la première visite de presque tous les sites. Ça finit par taper sur le système comme on dit. Cookies, c'est-à-dire renseignements sur la manière dont vous visualisez ou utilisez le site, qui s'apparente à une surveillance désagréable. Mais on peut trouver un moyen de ne pas être incommodé par les publicités intempestives, en tout cas à ce jour, en juin 2020, car tout peut vite changer, en n'utilisant que les fonctions basiques, notamment l'excellent Samsung Note, en surfant le moins possible, ou sur des sites non encore touchés par ce fléau, comme Wikipédia ou Gallica, qui sont d'ailleurs dotés de leurs applications spécifiques d'affichage, ou en se contentant de la liste et des débuts de réponses affichées en cas de recherche, sans visiter les sites proposés. Et pour les logiciels de votre choix, à installer en plus de ceux qui sont présents à l'achat de la tablette, privilégiez ceux qui sont gratuits sans contrainte. Ils se reconnaissent par le fait qu'il n'y a aucune mention du genre achat dans l'application ou contient des annonces.
ou alors accepter de les payer ou de vous y abonner, ce qui a le plus souvent pour effet de supprimer ces affichages indésirables. Sinon, si cela arrivait quand même, vous pouvez toujours vous débarrasser de l'application en la désinstallant. L'icône correspondant disparaît alors, et la mémoire anciennement allouée pour ce programme est libérée. Cette avancée technologique de ces dernières décennies, que personne n'a vu venir, reste suspecte. Quand on sait ou devine que le complexe militaro-industriel a des dizaines d'années d'avance, voire des siècles, sur le peuple, toujours servi en dernier dans ce domaine, on est en droit de se demander l'origine réelle de ces trouvailles exceptionnelles et leur finalité.